Chaque année à la même époque, Karine a sa petite manie. Un petit truc qui l'aide à passer l'hiver, à éviter le coup de pompe. C'est en pharmacie qu'elle le trouve. Parmi les produits vendus sans ordonnance, ce sont des compléments alimentaires. En France, 30% des femmes en consomment au moins 3 fois par semaine. Je connais celui-ci qui est destiné aux femmes enceintes, que j'ai pris pendant toute ma grossesse. Il est bourré de vitamines et d'oligo-éléments. Après, je connais celui-ci qui est un complément que j'ai eu par mon endocrinologue pour avoir de l'énergie, pour avoir du magnésium et pour éviter les pertes de cheveux. Karine est enseignante. Elle est persuadée que toutes ces pilules l'aident à passer au travers des petits microbes. J'aime bien avoir un complément alimentaire pour éviter d'attraper toutes les petites maladies qui traînent dans mon école. Donc souvent, voilà, je fais une petite cure d'1 à 3 mois maximum dans l'année pour tenir le coup. Et ça marche plutôt bien parce que ça fait quelques années maintenant que je prends ça. Et c'est assez efficace. Je suis assez fan des compléments alimentaires. Elle fait plusieurs cures par an pour rester en forme, préparer sa peau avant l'été et même fortifier ses cheveux. Elle dépense en moyenne 50 € en compléments alimentaires tous les ans. Ces gélules aux promesses alléchantes, il s'en vend de plus en plus. Les compléments alimentaires, c'est un marché énorme. Les Français achètent chaque année pour 1,5 milliard d'euros de gélules à avaler, d'ampoules à boire et de comprimés à croquer. C'est un peu la nouvelle potion magique. Ils servent à raffermir la peau, à retrouver un ventre plat, à partir au travail le sourire aux lèvres. En tout, il existe 45 000 références. On en consomme beaucoup, mais finalement, on ne sait que très peu de choses de tous ces compléments alimentaires, comment ils sont fabriqués, par qui et s'ils sont réellement efficaces. Enquête sur ces petites pilules qui font surtout le bonheur des laboratoires. Régulièrement, on voit apparaître des nouveaux produits sur le marché des compléments alimentaires. Cette année, c'est la spiruline qui débarque en force. En Normandie, près de Trouville, Laurent, 36 ans, vend de la spiruline. Et l'homme a un peu tendance à la mettre à toutes les sauces. C'est tellement bon. Plein de vitalité, plein de protéines, de fer, de bêta-carotène. C'est un goût légèrement parfumé, avec un petit peu salé. Moi, mon plat, je le préfère avec que sans. Inconnue il y a quelques années, cette super vitamine séduit les consommateurs. Du coup, Laurent met le paquet sur sa marchandise numéro 1. C'est notre produit 2016. Hein. Chez lui, pas de gélules, mais de la spiruline en poudre, en brindilles et même sous forme de pétales. On importe de la spiruline en commerce équitable de fermes en Inde, au Burkina, au Costa Rica. Donc on a une partie en commerce équitable, une partie avec des fermes françaises. Et du coup, ça nous permet de proposer des spirulines solidaires et des spirulines locales. 15 € la cure d'1 mois pour cette spiruline du Burkina Faso. Mais Laurent produit aussi sa propre spiruline. La sienne coûte un peu plus cher, 22 € les 100 grammes. Laurent a découvert la spiruline il y a 5 ans, avant qu'elle ne soit à la mode. Il nous emmène là où il la cultive, sous ces drôles de bâches vertes. On a investi de l'ordre de 200 000 € à peu près. C'est surtout pour pouvoir la cultiver en bio, en produisant nous-mêmes nos engrais d'origine organique. Et demain, de pouvoir proposer une méthode pour que les spiruliniers, les cultivateurs en France, puissent produire de la spiruline qui sera labellisée bio. La spiruline existe depuis 3 milliards d'années. En fait, c'est une algue microscopique. Elle ne pousse que dans les eaux tièdes. Laurent est donc parti étudier en Inde afin de reproduire le processus dans ses bassins normands. Elle pousse par photosynthèse, en fait, grâce au soleil. Donc là, cette nuit, la spiruline est montée en surface et là, on va pouvoir récolter la couche qui flotte. 150 agriculteurs français cultivent la spiruline. Dans la région, Laurent est le premier. Au printemps, il peut en extraire jusqu'à 20 kg par jour. On a tout. C'est parti pour le pressage. Mais aujourd'hui, son seau n'est qu'à moitié plein. Ok. Donc là, on a combien? 9 kilos. Petite récolte de fin de saison. Laurent n'en vendra pas 9 kilos, car la spiruline ne peut pas être consommée sous cette forme. Là, on va passer de 10 kilos à 5 kilos, en gros.
Sa spiruline va donc subir une petite cure d'amaigrissement pour enlever l'eau. À la fin, il obtient une sorte de mousse. Une pâte que Laurent transforme maintenant en spaghetti. C'est comme ça souvent qu'on peut vraiment détecter si la spiruline elle est faite artisanalement. Là, c'est le moment un peu où on se prend pour des artistes, quoi. J'aurais voulu être un artiste. Laurent remet son costume de pizzaiolo et direction le four. La spiruline doit sécher tout doucement pendant 5 heures. Elle est pas belle, hein. C'est un séchage qui est à moins de 42 degrés. Le seul moyen de garder les qualités de la petite algue. Et ça permet de conserver autant les qualités nutritionnelles qu'un bon petit goût. C'est un peu comme les tomates, hein. Quand elles sont faites à grande échelle ou quand elles sont faites par le petit maraîcher du coin, elles n'ont pas le même goût et pas les mêmes teneurs. À la fin, il ne reste plus qu'1 kilo. C'est 10 fois moins qu'en début de journée. Sa production artisanale demande beaucoup de travail, alors Laurent vend sa spiruline 220 € le kilo. Au grenier. Mais les compléments alimentaires peuvent rapporter beaucoup plus d'argent. Surtout quand ce sont les gros laboratoires qui prennent les affaires en main. Dans l'Aveyron, tout près de Rodez, se trouve le numéro 4 des compléments alimentaires. Ici, 75 références fabriquées, 200 employés, 31 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. Delphine et Thomas contrôlent toute la chaîne de production et au départ, on se croirait presque chez un marchand de matériaux. On a différents types de produits comme des extraits ou d'autres matières comme des fausses. Ici, on se retrouve avec une matière première qui vaut quelques dizaines d'euros le kilo. Ce sont des probiotiques, une sorte de levure à petit prix utilisée dans des dizaines de produits. On l'achète en poudre à des traders de matières premières en France. A contrario, on a un produit juste en haut qui est un extrait d'acérola, qui a des propriétés de vitamine C, qu'on peut retrouver à plusieurs centaines d'euros le kilo. Ici, il y a plus de 300 produits différents stockés dans cet entrepôt. Et dans un complément alimentaire, on peut mélanger entre 5 et 25 produits. Delphine et Thomas ont accepté de nous montrer le processus de fabrication. Au menu du jour, préparation d'une gélule de vitamine C à base de fruits et de légumes en poudre. Ici, on peut se retrouver avec de l'oignon, des extraits d'oignon. Là, on est sur de la fibre de pomme. Donc, c'est vraiment la couleur naturelle. Il n'y a pas de colorant dedans. Pour ce comprimé aux vertus énergisantes, le laboratoire utilise 6 matières premières différentes. Les dosages sont extrêmement précis. Ça donne des mélanges de 400 kilos. Pour combien de gélules à la fin? Environ 1 million de gélules. Tout dépend, ça peut aller de 800 000 à 1 200 000 suivant les quantités. En moyenne, 1 million. Cela représente seulement 4 mg d'ingrédients par gélule. C'est très peu, mais d'après Thomas, ce serait suffisant pour être efficace. Et voici à quoi ressemblent les comprimés. Ça ne vous rappelle rien? C'est fait exprès. C'est la forme la plus prisée par notre clientèle. On est dans la même forme que les médicaments. C'est juste le contenant, la poudre qui change. Tous les jours, 15 000 boîtes sortent de cette chaîne. Quant au prix, donc là, on est vraiment sur une boîte qui coûte entre 17 et 20 € sur le marché en pharmacie, prix public. D'après nos informations, elle revient 5 fois moins cher à fabriquer. Alors 17 € pour des vitamines, est-ce vraiment indispensable? Donc c'est mieux d'acheter des compléments alimentaires que de manger de temps en temps une pomme? Non, il vaut mieux manger la pomme, bien sûr. Si tout le monde avait une alimentation normale et équilibrée, on ne serait pas là. Sauf qu'aujourd'hui, notre société, on est altéré de par le stress, la pollution, ce qu'on mange. Et donc, on a besoin de se complémenter. 300 laboratoires français fabriquent des compléments alimentaires. Mais vous allez voir que tous ne sont pas aussi transparents sur la provenance de leurs ingrédients. Nous nous sommes intéressés à un produit très en vogue, la gelée royale. C'est l'une des meilleures ventes avec la vitamine C, le magnésium. Les Français ont une très grande confiance dans ce produit naturel. Mais peut-on toujours se fier à ses promesses? Nous sommes à Touché, un petit village du Cher. Rémi Pellissier, apiculteur depuis 30 ans. Sa spécialité, c'est la production de gelée royale.
Un puissant stimulant qu'il conserve avec le plus grand soin. La gelée est très fragile, c'est un produit très fragile, beaucoup plus fragile que le miel. C'est bien de le garder en froid positif, de ne pas la congeler, de ne pas y toucher en fait, ni la congeler, ni la lyophiliser, ni quoi que ce soit. Il faut que ça reste tel que les abeilles l'ont produite. Un demi-gramme par jour de cet élixir suffirait à en ressentir tous les bienfaits. 1 kilo de gelée royale. Mais en France, les apiculteurs comme Rémi n'en récoltent que de très faibles quantités. Du coup, leur gelée royale est devenue un produit de luxe. Ça vaut généralement, pour le consommateur, entre 20 et 25 euros. 25 euros les 10 grammes, c'est aussi cher que le caviar. Si son prix est si élevé, c'est parce que cette gelée est très compliquée à recueillir. Alors, c'est un cadre avec des œufs qui sont en train d'éclore. Donc, c'est la première étape de la production de gelée royale. Les abeilles fabriquent la gelée royale, du miel puissance 100, pour nourrir les futures reines. Elles vivent ainsi 40 fois plus longtemps que leurs congénères. Et voici où se trouve exactement la gelée royale. Elles sont sur l'ensemble de cette zone centrale du cadre. Autour, on a des provisions de miel, de pollen, donc du nectar et du pollen, qui sont les deux éléments dont les abeilles ont besoin pour produire la gelée royale. Au printemps, la saison des récoltes, Rémi transvase les larves du cadre vers des cellules d'élevage. 3 jours plus tard, les abeilles ouvrières y auront déposé de la gelée royale. Et dans chacune de ces cellules, il y aura à peu près 1 demi-gramme, entre 0,3 et 0,6 grammes par cellule. Ce qui va nous faire, au bout du compte, une trentaine de grammes de gelée royale par colonie. Une toute petite récolte pour un travail fastidieux, car une fois la gelée extraite, Rémi doit recommencer pour en obtenir une nouvelle. Il doit tenir le rythme pendant plus de 2 mois. Une vingtaine d'heures par jour de production, 2 fois par semaine, pendant 10 semaines. Faites le calcul. 400 heures de travail pour seulement 60 kilos de gelée royale par an. C'est 50 fois moins que le miel. La production française représente 2 tonnes de gelée royale. Pourtant, on en consomme 100 tonnes par an. Alors, d'où vient la gelée royale? Rémi Pellissier et les autres producteurs français ont fait analyser plus de 50 échantillons. Les résultats sont édifiants. 98% des gelées royales seraient importées d'Asie. Problème, ce n'est jamais écrit sur les étiquettes. Eh bien, malheureusement, comme c'est trop souvent le cas, elles ne disent rien. C'est très probablement donc chinois. En France, inscrire l'origine n'est pas obligatoire. Rémi pense que si les laboratoires n'indiquent pas la provenance, c'est pour ne pas effrayer le consommateur. Car il y a de fortes chances que cette gelée royale chinoise ait été congelée pendant le transport, ce qui changerait ses propriétés. On sait que quand même la congélation, surtout par rapport aux vitamines, ça peut les altérer. J'ai bien peur que dans le produit, au final, il n'y ait plus grand-chose d'intéressant. Si on regarde celui-ci, on achète de l'eau, du sucre, du sirop de glucose et puis un arôme naturel d'orange. C'est beaucoup moins cher, mais on ne parle pas du même produit en fait. Cela ne se voit pas forcément vu les prix pratiqués par les industriels. Mais la gelée royale chinoise a un autre intérêt. Elle coûterait 25 € le kilo, 100 fois moins que la française. Nous avons contacté les laboratoires concernés. Le premier confirme importer de la gelée royale chinoise. En tant que fournisseur d'actifs naturels, de plus en plus, les Chinois sont présents sur le marché. On peut supposer que le produit dans sa forme fraîche est nettement préférable à un produit industriel. Évidemment, les critères de coût également qui rentrent en ligne de compte. Mais les laboratoires se gardent bien d'indiquer le pays d'origine, car les produits chinois ne véhiculent pas toujours une bonne image. D'ailleurs, lorsque nous interrogeons le leader sur le marché des compléments alimentaires, impossible d'obtenir la moindre réponse. Nous considérons le sourcing de la gelée royale comme une donnée sensible et confidentielle. Nous ne souhaitons pas divulguer d'informations à ce sujet. Cela fait 4 ans que Rémi et les autres producteurs de gelée royale militent pour spécifier la provenance des produits sur les boîtes. Pour l'instant, sans succès. Chaque année, l'administration française contrôle plusieurs centaines de compléments alimentaires.
Publicité mensongère, étiquettes erronées. En France, un complément alimentaire sur 10 présenterait des anomalies.